Bonjour et bienvenue à toutes et toutes dans le second épisode de Woodcaster, votre podcast traitant de la culture geek au sens large. C'est Manu Supra et je suis toujours accompagné de Pixel qui vient de lâcher Kingdom Hearts 3 et ce n'était pas gagné. Salut Seb. Salut. Alors Seb, on va parler directement de Kingdom Hearts, hein. Allez. J'ai enfoncé la porte ouverte. Uh-huh. Allons-y directement. Alors ce jeu, t'en penses quoi? Alors il y a du bon et il y a du moins bon. C'est-à-dire que effectivement, visuellement, on est sur quelque chose qui se rapproche quand même tout doucement des longs métrages de Pixar, donc c'est très bien travaillé, très beau, très bien détaillé d'ailleurs. Là ici, j'ai quitté le monde de réponse il y a pas très longtemps. La modélisation est vraiment magnifique, la forêt, les fleurs, enfin c'est vraiment très bien fait. J'ai déjà fait aussi le monde de Toy Story où là, forcément par rapport à chaque monde qu'on visite, les personnages, donc Sora, Dingo et Donald, s'adaptent. Donc là, ils sont en espèce de petits jouets. Donc c'est très beau. L'histoire, on va pas se mentir, hein. Il y a une espèce de résumé dans Kingdom Hearts 3 qui tente de vous aider à y comprendre et d'y voir un peu plus clair dans cette histoire. Je peux vous dire que même en ayant fait les autres numéros, donc il y a eu une compilation sur PS4 qui en son temps était sortie, qui s'appelait le 1.5, 2.5 et ensuite le 1.8, 2.8, avec des brèches et quelques évolutions en plus pour justement essayer de combler ces manques dans l'histoire. Mais il faut quand même savoir que le soft Kingdom Hearts, c'est une franchise qui a été un peu multi-support, donc elle a vu le jour sur PlayStation, on la voit maintenant sur Xbox, mais... PlayStation 2, c'est ça? Ouais, PlayStation 2. PlayStation 3, c'était pour l'épisode 2, je pense, si j'ai pas de bêtises, ou c'était... Je ne sais plus, je t'avoue que là j'ai un gros trou de mémoire. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu quelques-uns. Il y a eu une version Nintendo DS aussi, hein, ou même 3DS, PSP. je pense. Il y a eu une version PSP, il y a des versions qui ne sont pas sorties chez nous aussi, enfin du moins officiellement. Donc voilà, c'est vrai que c'est très vaste, c'est très compliqué de s'y retrouver. Il y a plein de choses sur internet, hein. Moi je vous conseille vraiment de faire comme ça, moi c'est ce que j'ai fait avant de me replonger dedans. Vous allez sur YouTube, vous mettez Histoire Kingdom Hearts 3 et il y a plein de gens très sympathiques qui ont fait des espèces de condensés pour vous expliquer à peu près qui est qui et qui fait quoi et dans quel monde, parce que c'est très compliqué. Mais par contre, là où je suis un petit peu déçu, c'est que j'avance vraiment petit à petit. Je dois être à peu près à 12 heures de jeu, et de ce que je comprends, je suis pas loin d'avoir fait le 3/4 du jeu. Ah ouais, quand même. Ouais. Là où avant, justement, c'était quand même une durée de vie assez conséquente. Donc moi je me souviens du 1 qui m'avait tenu en haleine pendant plusieurs heures, où il fallait retourner dans les mondes qu'on avait visités parce qu'il y avait deux portails qui se débloquaient et d'autres chemins qui se débloquaient aussi. Ici, de ce que je comprends, ça n'a pas l'air d'être totalement le cas, et je pense que je suis pas très loin de la fin. Et ça me déçoit un peu parce que, allez, le deuxième opus, donc le 3 est quand même la suite directe du deuxième, malgré qu'il y ait eu le 1.5 et le 2.8, il est sorti en 2005. Uh-huh. Donc ça veut dire que il y a presque 14 ans entre le 2 et le 3. Je pense qu'ils auraient pu aller plus loin, surtout dans l'exploration des mondes, sachant que cette fois-ci, ils ont quand même travaillé avec Pixar, donc on visite effectivement Toy Story et Monstres et compagnie. Mais, allez, je sais pas moi... Peut-être un Cars, ça aurait pu être intéressant, les personnages se seraient transformés en voiture, ou même, la limite, vice-versa, qui, typiquement, aurait pu s'adapter vraiment au Kingdom Hearts, puisque il y avait les différents univers, la tristesse, la machin, qui auraient pu s'imbriquer dedans. Moi, j'ai un sentiment où le soft est très beau, mais par rapport... Mais inachevé. Ouais, voilà. Par rapport au temps qu'ils ont eu, et quand on sait que, on ne parle pas encore d'un 4, donc apparemment, ça serait peut-être fini, là, on se dit, bon, les gars, on a attendu, hein, on vous croyait, le soft est très beau, mais il y a un goût de trop peu, quoi, tu vois, donc j'ai un peu l'impression d'avoir été au resto et d'avoir mangé la moitié de mon assiette, c'est qu'on est venu emporter mon plat. Donc, voilà, ouais, je suis très content, le soft est très beau. Et alors, c'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être le fait qu'on a attendu depuis tellement longtemps, forcément, il y a une attente qui est très conséquente, c'est peut-être, je ne sais pas, mais... Ouais, ça aussi le problème, ça... Ouais. Ça s'est remarqué aussi avec Red Dead Redemption. Oui, les gens ils ont été déçus parce qu'ils s'attendaient à un jeu... il est bon, hein. Moi j'ai adoré, mais on va pas revenir là-dessus, mais il y a beaucoup de gens qui espéraient monts et merveilles. Ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être le même syndrome, effectivement. Mais bon, voilà. Si on est fan, qu'on connaît l'univers de Kingdom Hearts, ou même si on n'est pas fan, même si on est juste fan de Disney à la limite, on peut franchement foncer tête baissée. Il vaut ses sous. Et techniquement parlant, il est vraiment très beau. Allez, par exemple, si moi je n'ai fait que le 1, on va dire, et le 2 sans faire les spin-offs. Go YouTube, comme je le disais. Ouais, parce que même si on voit, il y a une bonne intention, hein, ils essayent par plusieurs moments de dire, ah mais oui, tiens, regarde, c'est comme ce qui s'était passé dans tel épisode avec des espèces de petits flashbacks. Ça reste quand même très condensé, surtout qu'il y a des personnages qui s'appelaient Monsieur X dans l'épisode 1, mais il est revenu sous
une autre forme dans l'épisode 2 et il s'appelle Monsieur Y. Enfin voilà, c'est pire que Amour, Gloire et Beauté. Ouais non mais c'est la référence. C'est vraiment c'est vraiment très très compliqué d'un point de vue scénaristique. J'ose même pas imaginer justement le manuscrit qu'il doit y avoir chez eux pour essayer de condenser l'histoire de Kingdom Hearts. Mais voilà, quand on prend la peine de s'y attarder, faut pas longtemps, hein, moi la vidéo que j'ai regardée faisait même pas 10 minutes. En 10 minutes, vous avez un excellent condensé qui permet de se dire, bah tiens voilà, j'ai compris toutes les bases et toute l'histoire, et là je peux y aller. C'est largement suffisant. Mais il faut le faire. Voilà. C'est bien tout ça. Bah normalement, c'est rassurant. Ouais. Normalement, il y a un papier qui devrait arriver sur console fan. La raison pour laquelle il arrivera certainement un peu plus tard, c'est que celui-là, pour ce titre, on n'a pas reçu de code. Donc c'est un jeu que j'ai acheté avec mes sous. Et donc forcément, là, je prends plus de temps que les autres éditeurs qui forcément nous donnent des codes. Il y a un respect à avoir vis-à-vis d'eux et d'essayer de faire un travail le plus bien possible. Mais Kingdom Hearts, ce n'est pas le cas. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc il arrivera un peu plus tard. Bon, du coup, moi, je voulais savoir, au niveau scénario, c'est toujours la même personne ou les mêmes personnes qui s'occupent de Kingdom Hearts depuis le début, ou alors c'est passé par plusieurs mains? De ce que j'avais regardé, parce que je t'avoue que je me suis posé la même question, mais je me suis posé la même question il y a déjà un petit moment, donc j'ai pas été vérifié depuis, honte à moi. J'avais vérifié ça lors de le dernier E3. Il me semble qu'effectivement c'est la même équipe. Bon, forcément il y a des gens qui sont imbriqués en plus de cette équipe-là, mais en tout cas l'équipe originelle de départ, je pense que c'est la même, il me semble. Ouais, ils arrivent à s'en mêler les pinceaux eux-mêmes. Ah mais oui, mais c'est ça, mais je pense que eux, dans leur tête, pour eux, c'est très clair. Hein. C'est un peu comme quand tu dois expliquer un film que tu as vu qui est un peu tiré par les cheveux, où tu te dis, mais comment je vais pouvoir t'expliquer ça pour te donner envie de le voir, parce que si je te le raconte en brique comme ça, tu vas dire, ça a l'air gentil ton truc, mais c'est spécial. Hein. Ben, je pense que eux, dans leur tête à eux, comme ils ont fait le jeu, pour eux, c'est très très clair. Mais quand toi, t'as lâché le jeu, parce que j'ai essayé de refaire... les compilations il y a pas très longtemps sur PS4, bon, il y a quand même une chose qui a bien été améliorée, c'est la maniabilité. Ça, j'en suis rendu compte en essayant de refaire les anciens. C'était la croix et la bannière avant. Ah, mon dieu, ouais, c'est le cas de le dire. C'était une catastrophe. Tu voulais jumper sur un endroit et t'avais le personnage qui tombait complètement à côté. Ça, au jour d'aujourd'hui, c'est très bien foutu. Il y a une prise en main incroyable. Tu fais des coups spéciaux et techniques et visuels qui sont incroyables et d'une simplicité monstrueuse à caler. Certains s'en plaignent d'ailleurs que c'est peut-être un peu trop. Moi, je ne trouve pas. Parce que justement, on vient de loin où c'était un vrai café. Et c'était pire qu'une fatalité de Mortal Kombat, quoi, dans certains cas. Hein. Bah oui, parce qu'en fait, c'est ça qui m'a fait lâcher. Je vais pas te dire que je suis un aficionados de Kingdom Hearts, mais j'aime Disney et à l'époque de la PS3, j'avais trouvé c'était le 1.5 et 2.5 dans la même boîte, il me semble, c'est ça. Hein. Ouais. J'ai lancé et j'ai fait quelques mondes, mais c'était vraiment le point la maniabilité qui me saoulait. La maniabilité était atroce et surtout qu'ils ont gardé la maniabilité de l'époque PS2. Mais c'est ça en fait. On fait un gap sur PS3, tu t'attends à ce que ce soit un peu plus fluide, tout etc. À fait. Et ce n'était pas le cas, quoi. Non. Donc, ça, je peux dire, voilà, dans le 3, effectivement, la prise en main est beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturelle, et ça se passe nettement mieux. Ouf. Oui. Bah tant mieux. C'est très bien. Donc, disons que c'est un bon petit jeu, quoi. Ah, écoute, faut pas s'attendre à un chef-d'œuvre. Bah, je pense qu'en ce début d'année, c'est un titre... Allez, j'irai peut-être pas jusqu'au must-have, si le fan doit l'avoir absolument, mais c'est un titre que si vous n'avez rien à vous mettre sous la dent et que vous le trouvez, on le trouve parfois à des 49 €, hein. 49 €, il vaut ses sous. Au-delà de 60, je ne pense pas, mais 49 €, il vaut largement ses sous. Ok. Bah, à mon tour, maintenant, on va déjà préciser qu'on a commencé par la rubrique gaming, hein, forcément. Oui. On change parce que on va pas toujours utiliser la même ligne directrice, pardon. La routine autant variée. Exactement. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai joué à un autre petit jeu, mais vraiment un petit jeu qui est sorti il y a une semaine d'ici. Ça s'appelle, je sais pas si tu l'as croisé, il est sorti à peu près sur tous les supports. C'est Pikuniku, ça s'appelle. Je l'ai vu, c'est un jeu gratuit, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Il a été gratuit, c'était limité dans le temps, mais il a été gratuit sur Twitch. Oui. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, forcément. Entre parenthèses, ça vaut le coup quand même d'être abonné à Amazon Prime, hein, parce que je sais pas si tu es auditeur ou si toi tu as vu, mais on est fourni chez Twitch, hein, sincèrement. Moi, j'ai déjà une 40aine de jeux que j'ai eu gratuits en peu de temps, c'est incroyable. Enfin, soit. Ici, c'est un jeu, comme c'est atypique, c'est forcément Devolver qui l'édite, et tu es une espèce de monstre. C'est même pas un monstre, en fait on dirait un smiley avec deux yeux et deux pattes, deux jambes, je ne sais pas. Ça ressemble à rien, vraiment. Ouais. Le jeu est tout mignon,
tout kawaii. Tu sors de ta grotte et en fait c'est un jeu de plateforme puzzle. En fait, il utilise que ses jambes pour donner soit des coups de pied. Mais alors ce qui est marrant, c'est que tu vas dans le village, quelqu'un ne t'a rien fait, tu lui mets un coup de pied, il se demande quoi. Enfin, c'est vraiment un jeu où tu peux faire un peu ce que tu veux, quoi. C'est un peu n'importe quoi. En fait, le joueur, il contrôle une créature, cette créature qui est rouge comme ça. Il vit dans une grotte, son nom c'est Piku, et c'est un monde en 2D, quoi, donc vraiment l'indé pur du. Et le but de l'aventure est tu dois contrecarrer les plans d'un gars qui s'appelle Mr. Sunshine. D'accord. Parce que lui, il essaye d'amasser toutes les ressources de l'île pour des raisons plus ou moins obscures. On ne sait pas au début du jeu, mais il balance de la thune à tout le monde, quoi. Il donne des sous. Mais lui, il est en train de manger entre guillemets, en train de récupérer toutes les ressources de l'île pour l'appauvrir, en gros. Et pour se faire, lui, certainement avoir du pouvoir. Mais je suis au début du jeu, donc voilà. D'accord. Mais alors, le but du jeu, on a des petites missions de puzzle, c'est de la réflexion en fait, c'est de la plateforme mais aussi de la réflexion. Par exemple, dans le premier niveau, comme ça je spoil pas trop, on a un fossé, on doit traverser le fossé, la corde est coupée, et il faut retrouver une araignée dans un arbre qui va tisser sa toile. Je crois que tu lui mets un coup de pied et elle tisse sa toile de l'autre côté pour que tu puisses passer là, tu vois. C'est n'importe quoi, hein. Sincèrement, c'est n'importe quoi. Mais le jeu, il est ultra addictif. D'accord. C'est vraiment super marrant. Voilà, j'ai joué à ce petit jeu-là. Je vais pas en parler plus parce que je veux laisser la surprise aux gens, vu que en plus il est pas très cher. Et c'est dispo sur quel support en fait? Ah ouais, il est dispo. Je pense que c'est dispo sur tous les supports en fait. D'accord. Sur Switch, il est sur Switch, sur Xbox One, PC via Twitch en tout cas, peut-être via Steam aussi, je ne sais pas, il faudrait vérifier. Et sur PS4 forcément, mais moi c'est un jeu qui serait parfait sur la Switch par exemple. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Bon, moi je l'ai eu gratuit sur Twitch, donc oui, voilà, c'est logique. Hein, et on va faire on reste dans le gaming, mais on fait en même temps le petit tour de table virtuel, puisqu'on n'est pas autour d'une table. J'ai joué aussi à un jeu qui est sorti il y a quelques temps, c'est Old School Musical, si je dis pas de bêtises. Ça me dit quelque chose. C'est un petit jeu indépendant aussi, un jeu de rythme. Il est en promo pour l'instant sur la Switch, c'est 5 balles, un truc comme ça, vraiment pas cher. Et en fait, ce qui est super avec ce jeu-là, c'est que tu te retrouves dans un monde avec plusieurs mondes dedans. Donc, tu revisites l'histoire du jeu vidéo. Tu tombes sur un monde Metal Slug, tu tombes à un monde Outrun, par exemple, tu vois. D'accord. Un monde Metal Gear Solid, et à chaque fois t'as les musiques dans le style du jeu, et c'est un jeu de rythme en fait. Tu as des touches qui apparaissent à l'écran, et comme tout jeu de rythme, tu vois, tu appuies sur le bon timing et tout ça. Tout est en pixelisé 2D. C'est vraiment super mignon, et je conseille vraiment le jeu là. J'ai passé 2 soirées dessus, il y a un mode histoire, qui est pas mal en plus. C'est un petit jeu que je conseille ainsi, vu qu'il est en plus en promo sur l'eShop de la Switch. Autant se faire plaisir avec ce genre de jeu. Ah, non, et alors, tu vas rebondir sur ce que je vais dire, mais j'ai testé la démo de Resident Evil 2. Ouais. Je l'avais promis au premier podcast. Et ben non, j'arrive toujours pas. T'y arrives pas? Non. Il est beau. Je reconnais que il y a eu un superbe travail. Si tous les remakes étaient aussi bien faits, ça ferait plaisir. Il y a du travail, il y a du beau. C'est fin, c'est beau, c'est tout et plus. Voilà. Mais il y a un truc que j'arrive pas, moi. Bah déjà l'ambiance zombie, c'est pas mon truc. Mais au-delà de ça, c'est que il a toujours un bâton dans le derrière, le personnage. Les déplacements, moi j'arrive pas. On adhère ou on adhère pas, je pense. Hein. Ouais, non. Là, j'adhère pas. Je comprends ce que tu veux dire, parce que effectivement, c'est toujours, enfin, c'est, comme tu l'as dit, enfin, il y a pas de changement, hein. C'est aller à un point A à un point B, mais bien évidemment, le point B doit passer par un point C que tu dois activer avec une console spéciale. Pour activer cette console spéciale, il te faut un bâtonnet magique qui permet d'ouvrir le truc. Enfin voilà, c'est vrai que c'est un soft s'il n'avait pas ce système de labyrinthe et de quête pour obtenir ces matériaux pour ouvrir ces endroits précis, le jeu se torcherait en moins de 2 ou 3 heures, je pense. Même pas. Donc ici, c'est vrai que quand on regarde l'évolution, qui est la même que dans le Resident Evil 2 qui était sorti à l'époque, ça n'a pas bougé, ça n'a pas changé. Il y a quelques petites trames scénaristiques qui ont été légèrement modifiées et certaines par contre ont été rajoutées. Donc j'en irai pas loin là, j'irai pas plus loin là-dedans parce que justement là j'ai un papier qui doit arriver. Par contre, allez, moi je suis dessus aussi depuis 2 semaines
ouais, 2 semaines à peu près. Visuellement, sur Xbox One X, c'est juste magnifique. Le jeu tourne en vrai 4K. Moi, j'ai vu des comparatifs sur YouTube entre Xbox One et Xbox One X et PS4 et PS4 Pro. Là, pour une fois, réellement, quand tu regardes les vidéos, tu fais « Ah, ok, là, ils sont pas foutus de notre gueule non plus. » Il y a vraiment un intérêt dans ce soft à se dire « Bah tiens, j'ai une console qui est quand même un peu plus puissante que la moyenne des autres consoles. » Ça s'offre. Alors j'ai une question. Oui. Excuse-moi de te couper, Non. mais j'ai une question par rapport au 4K. À la comparaison entre la Xbox One X et la Xbox One. Oui. Est-ce que c'est une comparaison entre l'Xbox One X et l'Xbox One S qui upscale en 4K, ou alors est-ce que c'est sur une simple Xbox? Non, c'est par rapport à la Xbox One S, donc la blanche. Ah ouais, ok, Ouais. ça va. Ouais, ouais. Je voulais cette précision-là pour savoir. Non, le si, gros avantage, en fait, sauf ici, je pense que le jeu tourne à... Là, ça va faire grincer les puristes sur PC, je le sens très bien. Mais je pense que le jeu tourne à du 30 frames par seconde. Ce qui, en soi, pour un titre comme ça, ne choque pas. On n'est pas devant un jeu... Non, parce que voilà. T'es dans la lenteur. Exactement. Bon, qu'on soit sur Léon ou sur Claire, on peut pas dire qu'elle court très vite même quand elle court. Mais voilà, moi ça me choque pas du tout. Tu mettrais un Forza Horizon 4 ou un Forza Motorsport à 30 images secondes, là je pourrais dire, non. voilà, foutage de gueule. Là ici c'est pas le cas. Moi ça ne me choque pas Comme du un tout. Street Fighter, quoi. Voilà, exactement. Où là on a besoin justement d'avoir une cadence un peu plus élevée. Mais dans ce cas-ci, ça ne choque pas. Donc comme je l'ai dit, visuellement, c'est un bijou. C'est vraiment, il y a eu un travail, il y a eu un soin. On a vraiment le sentiment de se retrouver devant un autre jeu, parce que là où on avait des vues en 3D isométrique vues du dessus, ben là non, on a de la vraie 3D, on va où on veut, quoi. Ouais. Donc, bluffant. Par contre, là où moi j'ai quand même un petit coup de gueule à lancer, c'est concernant les musiques. Alors, de base, dans Resident Evil 2, version PlayStation, il y avait des musiques angoissantes, même de très bonnes musiques angoissantes, qui arrivaient par des moments donnés. Il y a toujours des petits jingles, je vais appeler ça tellement que c'est court, dans cette nouvelle version qui arrive aussi, mais il n'y a pas de musique. Alors je me suis dit, c'est quand même bizarre, il manque quelque chose à ce... Ils ont peut-être plus les droits. Ah bah si, non, c'est un DLC en fait, c'est un DLC payant. Alors, j'ai été voir, c'est ce que j'étais en train de regarder pendant que j'étais en train de te parler, pour voir à combien il était. Je pense qu'il a une affaire de 9 balles, donc c'est pas bien cher. Voilà, on pourrait se dire, ouais, mais c'est pas grand-chose, ça quand même... Oui, je suis 1000 fois d'accord, mais... 10 balles en plus pour de la musique, excuse-moi, c'est quand même fort, quoi. Voilà. Dragon Ball l'a fait, il y a peu de gens qui achètent quand même, quoi. Voilà, moi je trouve quand même pas ça normal, parce que pour moi les DLC, ça sent toujours le jeu pas fini. Quand tu proposes une expérience complémentaire en plus du jeu, là le DLC a tout intérêt à exister. Mais quand tu dis voilà, on a fait tel personnage, si tu veux tel costume dans ton personnage, il faut un DLC. Si tu veux la vraie fin, il faut un DLC. Non les gars, ça c'est pompe à flic, ça je suis pas pour non plus. Moi ça me dérange pas de payer pour aller à 10 balles pour un DLC comme ça, mais alors faut qu'il m'envoie aussi une copie MP3, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Et là, ici, dans ce cas-là, c'est le seul bémol que j'ai trouvé au titre. Pour le reste, il est très bon. Il y a toujours ce célèbre Monsieur X qui est là, qui, quand on entend, c'est pas... Parce que, bon, je vais pas spoiler l'histoire, mais on ne sait pas le tuer avant un moment certain, et donc au départ, forcément, vous savez juste que le ralentir, il met un poing par terre et un genou à terre aussi, et il se repose, ou il se régénère en tout cas. Voilà, je peux t'assurer que à la maison, sur le home cinéma, quand le gars se remet à marcher, tu l'entends de loin, et tu flippes ta race parce que tu te dis, mais bordel, d'où tu vas débarquer? Parce que lui, contrairement aux autres monstres, il ouvre les portes. Les autres ne savent pas ouvrir les portes. Donc les autres zombies ne savent pas ouvrir des portes. Si tu rentres dans une pièce qu'un zombie, tu veux pas le buter, t'as pas de balle, tu refermes la porte, tu te barres, tu reviendras plus tard, point barre, ça continue. Monsieur X, lui, il sait se débrouiller autrement. Et franchement, l'ambiance est très flippante, pas au début, parce qu'au début c'est vrai qu'on pourrait se dire, oh là là, c'est ça le foin qu'on faisait sur Resident Evil, ça n'en vaut pas la peine. Ouais, mais il y a tout un processus qui se met en place, bien que le jeu ne soit pas très long en termes de durée de vie. Mais voilà, je trouve qu'il fallait quand même souligner quand un remake ou un remaster, je sais pas comment on va l'appeler, mais elle fait qu'il y a du... C'est un remake, ça. C'est un remake, et quand il y a du foutage de gueule, il faut le dire, écoutez les gars, vous êtes foutus de notre poids. Je vais en citer un qui risque aussi de me ramasser sur la tronche, c'est le dernier Secret of Mana qui avait été refait. J'ai trouvé n'en parlons plus. Oh, quelle catastrophe. Enfin, voilà. N'en parlons Donc, plus. lui, on n'en parle pas, il est déjà aux oubliettes. Par contre, ce Resident Evil 2, qui, pareil, je pense qu'on le trouve dans toutes les bonnes crèmeries pour 44 ou 49 euros. Franchement, de 1, si vous l'avez fait que vous étiez fan, foncez dessus, parce que c'est vraiment un autre jeu qui est devant vous. Et de 2, si vous êtes trop jeune pour avoir pu le faire sur PlayStation à l'époque, pareil, foncez dessus parce qu'il y a une ambiance magnifique. Par contre, pourquoi avoir fait le 2 et pas le 1 avec ce même moteur? Voilà, ça je sais pas. Mais
il paraîtrait qu'ils sont des gens pour parler, pour voir s'ils ne veulent peut-être pas adapter le 3 déjà aussi, avec ce moteur, le RE Engine, donc Resident Evil. Ça ne s'invente pas. À noter quand même une petite chose, oui, j'ai pas parlé de ça. Dans le dernier Resident Evil 7, il y avait une possibilité de jouer à la vue FPS. Bon, c'était injouable parce que le temps que tu te retournais, t'étais quasiment déjà bouffé par le truc. Dans celui-ci, il y a pas. Donc ils ont vraiment posé les fondamentaux en disant non, faut vous voyez votre personnage en vue de troisième personne, en caméra embarquée derrière lui. Il n'y a pas de vue possible en FPS. Je pense. Attention que la vue FPS, c'était pas justement pour donner l'accessibilité au casque VR. Oui, c'est ça, exactement, Ah, voilà. exactement. Là ici, il n'y a pas de version VR. Bon, il paraît qu'il y a des fans qui ont déjà bossé sur la version PC, qui ont réussi à faire un mode pour jouer en FPS, mais il paraît que comme je m'en doutais, c'est injouable. Donc voilà. Ouais. Côté défi, si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, c'est faisable, mais sinon pour le reste, c'est en vue à troisième personne, en moins à l'arrière. Et ça fonctionne très bien comme ça. À l'ancienne, et c'est très bien. Exactement. Par contre, ça m'étonne que tu ne joues pas au casque, parce que ça doit être vraiment flippant au casque. Eh ben, écoute, justement, le problème quand je joue au casque, alors, petit aparté 3615 ma vie, quand je joue au casque, le souci, c'est que quand il y a un truc qui va me foutre les jetons, je ne crie pas comme une fille, mais j'aurais peut-être tendance à faire « Ah !» Tu vois, voilà. Alors, si je fais ça en étant tout seul dans mon salon et en ayant les enfants et madame à l'étage en train de dormir, je risque de me ramasser de 1, une paire de pantoufles dans le visage, et donc de 2, j'aurais eu peur et j'aurais eu mal. Donc non, c'est pas une bonne idée. Ok, pas mal. On va terminer ce petit tour gaming avec un jeu récent. Tu voulais en parler justement aussi. Ah bah écoute. Ça tombe bien, on a eu tous les deux voilà. l'occasion de le tester. C'était absolument pas prévu. Ah non, pas du tout. Puisqu'il est sorti de nulle part. T'allais le dire, hein, c'est donc Apex Legends, qui toi aussi tu l'as testé. Alors, je sais pas ton ressenti, toi, si t'avais déjà fait des Battle Royale avant. Il faut en parler de lui, malheureusement, parce qu'il est dedans. Je les ai tous faits. Tu les as tous faits. Alors, quel est ton ressenti par rapport à Battle Royale avant Apex Legends? Bon, déjà, H1Z1. Oui. Celui-là, on l'oublie. Oui. Fortnite, amusant. Pas très longtemps, mais amusant. Après, c'est surtout pour les jeunes. Exactement, tout à fait. PUBG, sympa, mais graphiquement, c'est moche. Black Ops 4, je vais étonner, mais moi, je ne suis pas fan de Call of Duty. Mais la claque. Ah, effectivement. Parfait, c'était le Battle Royale qu'il fallait faire. Et celui-ci, Apex Legends, personnellement, j'ai aimé les deux Titanfall. C'est Respawn qui s'occupe aussi de Apex Legends pour Electronic Arts. Et je m'y retrouve vraiment, quoi. C'est l'univers Titanfall sans les titans. Ouais. C'est super beau. Après, moi, il y a juste un truc qui me saoule un petit peu, qui commence à m'emmerder maintenant. C'est toujours cette précision qu'on a avec les personnages. Ah, celui-là, il est LGBT. Celui-là, il est... non-binaire, celui-là, mais on s'en fout, les gars. On s'en fout. C'est juste que ça n'a pas de sens de parler de ça. Dans un jeu Pourquoi ils vidéo. mettent ça sur l'affiche? On s'en fout. Ouais. C'est juste que nous, on prend le personnage, quel qu'il soit, on prend celui qu'on a, mais on veut juste jouer à un FPS, quoi. Point barre. Je suis d'accord avec toi. Pas, Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils mettent toujours le côté... Mis à part ça, le jeu en lui-même, il est très bien réalisé. Je sais pas combien de temps ils ont mis pour le faire, parce que c'est resté secret. Mais oui. Et j'ai joué le soir où c'était annoncé, j'ai joué le lendemain matin. J'ai fait une petite vidéo. Et sincèrement, j'ai été étonné. Ouais, pareil. Parce que c'est, comme tu dis, hein, c'est un jeu qui n'est sorti de nulle part. On l'attendait pas, il n'y a pas eu de phase, en tout cas à ma connaissance, même sur la toile, il n'y a rien eu de phase bêta. Donc on sait qu'il y a des jeux qui ont des phases bêta qui sortent après, et on va parler de Fallout, hein, on va même pas en parler plus longtemps, mais Fallout a eu une phase bêta assez longue où tout le monde leur disait « Ouh là là les gars, ce que vous avez fait là c'est de la merde, hein, faut changer ça », et le jeu est sorti tel quel. Là on a un jeu qui n'a pas eu de phase bêta, et qui est gratuit, parce que, ok, il y a une possibilité de lootbox et d'évolution et de skin comme dans Fortnite, mais t'es pas obligé, quoi. Mais voilà, faut pas se voiler la face. Fortnite. Il y a aussi des skins que tu peux acheter, que tu peux avoir avec des lootbox ou peu importe. Mais cette skin-là, je ne suis pas en train de justifier le modèle économique, mais tu la vois. C'est-à-dire que comme la vue est derrière du personnage, tu vois le skin que tu portes. Dans Apex Legends, à part les skins pour tes armes, le reste, t'en as rien à foutre. C'est ça. T'en as rien à foutre. Et même les skins sur les armes, enfin, c'est pas ça qui fera de toi le meilleur joueur top 1 parce que t'avais tes skins, t'avais tel bazar. Non. Les jeux qui malheureusement donnent une possibilité d'évoluer plus facilement, donc moi j'appelle ça de la triche, mais maintenant on appelle ça des lootbox. Oui, ça c'est de la merde complètement. Mais ici, elle n'est pas obligatoire pour jouer au jeu. C'est juste leur modèle économique qui se sont basés un peu sur le même système que Fortnite. Et qui apparemment fonctionne parce qu'il y a quand même des cocos qui achètent des packs. Mais
clairement. Voilà. Mais le truc est gratos, il est jouable tout de suite, il est beau, il est fun, c'est sorti de nulle part, et là on se dit, pourtant je suis un des premiers joueurs de PUBG sur PC, à l'époque j'avais pas mon PC, là je me suis dit, bon, là où PUBG pendant pas mal de mois a joué dans son petit bac à sable et n'a pas évolué du tout, ben là on a un jeu qui est sorti de nulle part et donne une grosse bouffée d'air au système et au mode, et je le trouve... Et 10 millions de joueurs connectés. Oui, j'ai vu, ça, c'est un truc de dingue. 10 millions de joueurs et ça fait 4 jours, 5 jours qu'il est là. Ça, c'est le buzz, le meilleur buzz possible. Et précisons qu'en plus, c'est Electronic Arts. Ouais. Voilà. Normalement, enfin, faut dire, ils sont chapeautés par une bonne équipe à côté, comme tu l'as dit, hein. Mais bon, généralement, Electronic Arts, quand on voit ce qu'ils ont fait avec un Star Wars Battlefront ou d'autres, on pourrait se dire, mais non, finalement, non. Très bonne surprise. Mais ils vont dans la direction qu'ils veulent. Exactement. Ouais. Et attention que, on dit que ça n'a pas été annoncé, c'est vrai. Mais il y avait un bruit de couloir pour un Titanfall Online. Oui. En fait, c'est un peu ça, hein, sauf qu'ils ont retiré les titans. À mon avis, ça faisait trop bordel. Mais le système d'escouade à 3 joueurs comme ça, bon, si on joue entre amis surtout, c'est vraiment pas bête du tout. Et en plus, je sais pas si t'as remarqué, tu gagnes des pourcentages des améliorations si tu te connectes avec des amis, en fait. Oui. Quand tu ajoutes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, il est plutôt sympa. Il est très jouable dans le sens où le gameplay est super agréable. Il est intuitif, en fait. Oui. Je suis tombé carrément dedans, et voilà, ça, c'est très bien. Bah, franchement, GG pour Electronic Arts pour le coup. Pourtant, je suis pas le plus grand fan. Non, moi non plus. Voilà. Bah écoute, faut espérer que la tangente va rester comme ça, parce que là, ils sont très très bien partis, donc allez, on leur souhaite que du meilleur, et espérons que ça continue pareil, quoi. Ah, et puis les personnages, je sais pas, ils donnent un petit côté Overwatch, là, tu vois. Oui, j'ai pensé la même chose que toi. Ouais. Moi, j'aime bien, c'est celui avec le corbeau, là, l'espèce de médecin, tu vois, de l'ancien temps, vraiment du Moyen-Âge, mais style futuriste, c'est vraiment pas mal. Ouais, non, franchement, très bon. Et ben voilà, ça c'était pour la partie gaming. On va passer maintenant à la partie que tu préfères, je pense. La partie high-tech. Ouais. Ben moi, je voulais parler des téléphones chinois. Ah. Parce que ici, ouais, j'ai l'impression que ils font un peu vulgairement la nique à Apple. Et c'est eux qui innovent maintenant. Ce ne sont plus les Américains d'Apple. Je vois le Huawei Honor View 20 avec son appareil photo, je parle comme un vieux, son objectif photo poinçonné. Ouais. Et Oppo, il y a Xiaomi lance le sien, mais il y a Oppo, c'est Oppo qui a lancé ce premier modèle-là. C'est avec une glissière, et l'appareil photo sort de l'arrière du téléphone, en fait. Ah oui. Le téléphone a 2 couches et l'appareil photo sort. Donc, pour le coup, tu te retrouves avec un écran complet, borderless et complet. Alors, moi, je suis en train de tourner un peu autour de cet écosystème d'innovation. Les Chinois m'impressionnent. Par contre, Apple me déçoit de plus en plus. On parle de ça, et en plus de sa faille de sécurité qui n'est pas passée inaperçue avec FaceTime pendant la semaine dernière. Enfin, je sais pas où Apple va, mais ça n'inaugure pas que du bon. Ben c'est vrai, comme tu l'as dit, hein, les Chinois là reviennent en force. Enfin, il y a même pas que les Chinois. Hein. Je lisais encore un article juste avant d'enregistrer le podcast. Ouais, les Coréens. Ben même pas. Enfin, indirectement oui, mais regarde le Pixel 3. Ouais, Google Pixel 3. Oh punaise. Si je devais lâcher mon iPhone X, je peux t'assurer que ce Pixel 3 me fait de l'œil de plus en plus, quoi. Il a énormément de superlatifs. Je veux dire, même mon point de vue autonomie, il a la charge sans fil, pareil comme tous les autres téléphones. Il a un écran d'une très bonne qualité, et alors son capteur photo en mode nuit. Je regardais encore des clichés en me disant, mais Google a certainement faussé le bazar. Eh ben non, les cocos, ils ont pensé à ça, ils ont dit, vous pensez qu'on a faussé. Ils ont fait un espèce de making-of pour savoir comment s'est passé le shooting photo avec ce Pixel 3 en mode nuit. Ben, y a rien de faussé. L'appareil prend vraiment des photos de cette qualité-là. Et c'est bluffant. Et comme tu le dis, c'est vrai que les innovations arrivent de plus en plus chez les autres, mais en fait, en même temps, quand on regarde bien, Apple n'a jamais réellement innové. Soyons réalistes 2 secondes. Le capteur d'empreinte digitale, c'est pas Apple qui l'a inventé. Il existait déjà avant. Les tablettes, c'est pas Apple qui a inventé la tablette. Donc, il a toujours amélioré le produit pour le rendre plus facile et plus intuitif et plus simple d'utilisation, mais le produit existait avant. L'iPhone, on avait des smartphones avant l'iPhone. C'était un vrai bordel, il y avait des stylets, c'était assez compliqué à utiliser, c'est utiliser Windows Mobile. Ouais, les PDA, c'est ça. Mais ça existait. T'avais les Cliés, les Sony Cliés, etc. C'est ça. Et puis, les Palmes. Le Sony, le P900, le P800 qui était sorti à l'époque. Bon, là, je parle comme un vieux parce que ça date quand même des années 90, facilement, je pense.
Mais c'était quand même déjà des smartphones qui faisaient des photos. Prends le Nokia, le N95 avec le coulissant justement pour débloquer l'appareil photo parce qu'il était caché sur la face au-dessus. En coulissant, on avait l'appareil photo qui apparaissait ou un clavier complet qui apparaissait aussi. Voilà. Donc pour tout ça, pour dire que Apple prend toujours les idées qu'il trouve par-ci par-là en tentant de les améliorer. Le Face ID, il existait déjà sur d'autres téléphones qui scannaient ton visage et qui permettaient de le déverrouiller. Mais effectivement, ce qui est dommage, quand t'as une position, je vais pas dire de leader, mais Apple, enfin si, aux US, il est totalement leader. Ils sont toujours leaders. Ouais, hein. Et tu vois qu'en fait, ils prennent aucun parti pris de risque, là où, comme tu l'as dit, hein, Huawei, je l'ai vu aussi, il est magnifique. Je viens d'aller voir à l'instant Oppo, c'est une idée de génie, ce système, effectivement, coulissant comme ça, sur l'appareil. Apple, lui, je vais pas dire qu'il n'innove pas, mais effectivement, il prend pas de risque. C'est là, je ne sais pas où ils vont, parce que je les vois mal faire un écran, un smartphone pliable. Non, ouais, pareil. Là, pour l'instant, je ne les vois pas. Non, pareil. Le poinçon, peut-être. Oui, peut-être. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est l'encoche, c'est eux qui l'ont inventé. Ben c'est ça, en fait. Poinçon. Ouais, là, je suis peut-être pas d'accord avec toi, parce que je t'explique pourquoi. Quand ils ont lancé, je trouve la raison est absurde, hein. Je suis le premier à ne pas l'accepter non plus, mais c'est ce qu'ils ont évoqué. La raison pour laquelle ils ont fait le notch, donc sur l'iPhone, qu'on voit maintenant sur le X, le XS et le XR, c'est pour... Et mon Asus. Et ton Asus, qui a le même, effectivement. C'était à la base, parce que c'est vrai que ce notch a été fait par eux en premier. Le notch, il a la même forme que ça. Après, il y a eu des gouttes d'eau, il y a eu des variantes, mais bon. C'était à la base fait pour dire, ouais, mais quand quelqu'un est dans la rue et qui regarde par-dessus ton épaule pour regarder quel est ton téléphone, quel smartphone tu utilises, eh bien, il est reconnaissable tout de suite puisqu'il a ce notch. Sauf qu'à l'heure actuelle, ça vaut plus rien, comme tu l'as dit, puisque il y en a plein d'autres qui ont également un notch. Mais à la base, c'était leur marque de fabrique, si tu veux. Donc c'est comme les jeans Levi's 501, t'as une petite couture à l'arrière pour le reconnaître. Eh ben, eux, ils voulaient leur effet Levi's 501 pour qu'on puisse le reconnaître facilement aussi. Je trouve ça totalement ridicule, mais c'était leur argument commercial. Maintenant, comme tu dis, il y en a d'autres. Donc qu'est-ce qu'ils vont changer leur notch? Faut voir, en fait. Faut voir combien ils ont payé en recherche et développement pour dire d'avoir ce Face ID et ce notch intégré directement dedans. Après, mon concept préféré, ça reste celui de Honor, Huawei, avec ce poinçonnage. Ça, c'est une excellente idée. Déjà, la technologie de l'écran, parce qu'il faut percer l'écran. Il est conçu comme ça, on va dire. Mais je veux dire, tu comprends, réussir à intégrer ça dans l'écran. Et il y a déjà du travail recherche et développement sur un capteur qui serait caché dans l'écran. Oui, j'ai vu ça. Oui. Ça devient encore plus intéressant, parce que le borderless, il prendra tout son sens, parce que maintenant, on parle de téléphone borderless. Personne n'a un téléphone borderless. Non. Faut rester logique. On a toujours une petite bande, etc. Moi, personnellement, sur mon Zenfone 5, j'ai un superbe écran, j'ai pas à me plaindre, mais il est pas borderless. Il est pas borderless. Je suis désolé. Non, je suis d'accord avec toi. C'est impossible. Donc voilà. Le capteur d'empreinte digitale existe déjà, sur l'écran. Oui. Maintenant, ce seront les capteurs photo. Pour moi, la prochaine évolution, c'est ça. Mais, encore une fois, je suis vraiment hyper curieux de voir ce que Apple va changer sur son iPhone, va innover, parce qu'ils sont obligés cette fois d'innover, parce que regarde Samsung... Ah oui, j'allais t'en parler. On peut dire ce qu'on veut, Samsung perd sa place d'éternel second. Là, ils sont descendus, c'est Huawei qui prend tout. Bah écoute, je pense que Samsung a une grosse carte à jouer avec le Galaxy S10 qui va être présenté fin de ce mois, je pense, si j'ai pas de bêtises. Ça dépendra du prix. Hein. Voilà, exactement. C'est-à-dire que le prix va jouer dedans aussi. De ce qu'on en sait, de ce qu'on a vu, apparemment il y aurait 3 modèles, hein, le SE, le S et le S+. Il a aussi un capteur d'empreinte en dessous de l'écran, donc dans les faits. Et c'est vrai que, de ce qu'ils ont parlé apparemment dans les prototypes, les enceintes seraient à l'arrière de l'écran. Donc que ça soit le micro ou que ça soit l'écouteur, ils se trouveraient en dessous de l'écran. Ça augure du bon, c'est-à-dire que Samsung reste aussi parfois sur ses acquis, mais Samsung innove. Le premier à faire des capteurs en 3 ou 4 capteurs, bah c'est lui. Il s'est dit voilà, tout le monde a fait du tout, nous on va faire du 3 ou du 4. Bon, faudrait pas que ça devienne après comme Gillette avec le nombre de lames que t'as sur un rasoir. Ouais, on est à 5. Voilà, ouais, il y a Nokia qui va présenter effectivement le capteur avec ses 5 ou 6. S'il y a un intérêt, je suis 1000 fois d'accord, allez-y les gars, mettez-en autant que vous voulez. Si par contre c'est juste pour faire c'est moi qui est la plus grosse, c'est moi qui est la plus si, c'est un peu dommage. Mais tu as tout à fait raison, Apple est dans une structure aujourd'hui où
l'Apple est arrivé enfin sans bouton. Donc l'iPad, pardon. Le nouvel iPad n'a plus de bouton. Donc là, on a eu... Il est extraordinaire. Ah, il est magnifique. C'est extraordinaire. son seul... Avec le stylet aimanté, tout ça. Son seul point négatif, c'est le prix, quoi. Donc là, le prix me rebute un peu. Mais effectivement, l'iPhone reste, comme tu dis, sur des acquis. Ils l'avaient dit, hein, qu'ils ont fait l'iPhone 10. Ils ont dit, voilà, vous avez un outil qui est une vitrine de ce que l'iPhone pourra faire plus tard. C'est fantastique, les gars. Mais là, vous avez quand même sorti en XS et un XS Max et un XR. On sait même plus qui fait quoi. Voilà, il s'agirait quand même pas de nous faire le coup cette année-ci encore en disant, écoutez, on a gardé... Moi, ce qui me fait peur, c'est les form factors, en fait. Apple ne prend plus de risques dans les form factors depuis l'iPhone 6. Et ça, c'est un truc, personnellement, je pense, les gens commencent à en avoir marre quand on voit justement ce que les autres peuvent faire, et on se dit, oui, mais visuellement, celui-là, il est quand même totalement différent, et en plus, il est très beau. Là, Apple reste sur un acquis de gagner. Ouais, à voir. Je te dis, je suis curieux de voir où ils vont parce que je vois plein d'innovations, surtout au CES 2019. Je regarde des vidéos de Pepe Garcia, surtout de Monsieur Gru. Je crois que toi aussi, tu regardes ce genre de... Et tu vois, ici, il a été en République Dominicaine, et pas évident à dire, hein, ça, monsieur. Et il a testé le View 20, quoi, le Honor View 20, et quand tu vois, il a peu de défauts, hein, même niveau coloris, il casse la baraque, il est superbe, ce téléphone est superbe, et tu l'as à 500 balles. Et par exemple, toi, tout à l'heure, tu parlais du Google Pixel 3, c'est ça? Je sais pas si t'as vu, justement, j'en parle maintenant. Au matin, je suis tombé sur une offre, il est à moins 200 € pour l'instant. Oui, à la Fnac. Bon, pour pas citer de pub, donc, c'est pas grave, on peut quand même le faire. Écoute, honnêtement, je vais être très franc avec toi, c'est parce que justement, j'étais tombé sur le même mail où je me suis dit, il est quand même pas si mauvais ce smartphone. Enfin, pas si mauvais justement, il ne l'est pas du tout, il est vraiment très intéressant. Et là, le prix, parce que tu l'as à peu près 600 balles avec le chargeur sans fil en plus, donc le chargeur d'induction, c'est pas mal, hein. À ce prix-là, t'as pas d'iPhone, hein. C'est ça. Et en plus, je pense que tu as la mémoire extensible hein, sur la Google Pixel. Non, c'est le premier qu'ils ont fait où tu ne peux plus rajouter de carte micro SD. Ah, donc celui-là, non, ok. Mais il a 128 Go. Oui, tout à fait. Et là, le prix n'augmente pas drastiquement. Je pense qu'on est à peu près 150 € plus cher pour la version XL et en 128. Okay. Ouais, 128, c'est déjà très, 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 très bien. Oui, hein. Donc, voilà. Quand t'as du 128, t'es pas obligé, tu te sens pas obligé d'acheter une carte mémoire, etc. Exactement, t'as de la marge et donc à ce moment-là, tu peux te dire, ok, je suis tranquille. C'est ça. Mais pour un 128 sur iPhone, tu douilles, hein. Ah, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que le rapport qualité-prix, encore une fois, comme je le disais en photo, tout le monde le dit, le capteur photo, alors qu'il n'y en a qu'un. Ça, c'est important de le spécifier, là où tout le monde est en train de faire double capteur, triple capteur. Lui, il a dit non, moi je m'en fous, j'en mets qu'un. Et la qualité est bluffante, hein. Et alors là où les gars vont peut-être te dire ouais, mais non, mais il faut plein de capteurs pour avoir une plaie d'image. Je rappelle quand même gentiment que les appareils photo réflexes qui, certes, fonctionnent d'une autre façon avec une focale et un objectif, il y a quand même qu'une seule cellule qui prend la photo. Donc voilà. Ça reste des smartphones. Hein. Ouais. Mais justement, pour rester avec Apple, moi je voulais parler un peu de la faille de sécurité qu'ils ont eu avec leur FaceTime. C'est quand même fort, ça. C'est un enfant qui l'a découvert. Oui, j'ai vu. Comment ça peut arriver? C'est testé et ultra retesté. Hein, tu vas pas me dire. Ici, rien qu'en laissant son doigt appuyé, si j'ai bien compris, sur l'écran. Tu savais entendre. Ce que la personne disait avant qu'il ait décroché, c'est ça, je pense. Ouais, c'est ça. Mais le souci d'Apple, c'est que pour admettre ses erreurs, c'est compliqué. Hein. Il suffit de regarder la polémique qu'il y avait eu autour des premiers claviers sur les nouveaux MacBook Pro, les nouveaux, j'entends le nouveau modèle, mais les premiers qui étaient sortis à l'époque. Il y avait de gros problèmes avec les claviers où des poussières se mettaient en dessous et ça pouvait occasionner des soucis pour taper au clavier. Il a fallu pas mal de temps pour admettre et qu'Apple fasse un retour en disant écoutez, allez en Apple Store, on vous remplacera sans frais. Il a fallu énormément de temps et énormément de plaintes pour qu'ils se disent bon, effectivement, on a peut-être merdé. Donc tu vois, Apple, ce qu'ils vont faire, ils vont attendre d'avoir un truc qui va faire mal aux gens, mal dans le bon sens, ça va leur taper sur le coin de la gueule. Genre, si ça tombe, ils vont dire ah voilà, on a un nouvel iPhone et on a des AirPods avec des tout nouveaux AirPods avec les conductions osseuses. Mais les problèmes que vous avez eu avec vos anciens trucs, on va s'en sortir. Enfin, tu vois, ils vont essayer de régler le problème en annonçant un autre truc pour que les gens ne soient pas déçus trop longtemps, tu vois. Ça, c'est la spécialité d'Apple. Hein. Enfin, je dis conduction osseuse, voilà, c'est parce que c'est l'évolution actuelle de l'audio.
il serait capable, quoi, tu vois. Ouais. C'est le genre de truc qui serait vraiment capable. Donc voilà, je suis un peu déçu d'Apple pour l'instant. Ça fait 1 an facilement que je suis déçu. Il va falloir, pour que je sois, voilà, satisfait, il va falloir qu'ils nous sortent quelque chose d'exceptionnel. Moi, je me doute. Mais j'y crois pas trop. Mm. Est-ce qu'on a fait le tour de notre rubrique high-tech? Bah, j'ai une app à vous parler. Je sais pas si on peut la mettre dans high-tech. Oui, Oui, hein. parlons de cette Allez. app. Ça va aller très vite. C'est une petite app donc que j'ai découvert qui existe sur iOS et sur macOS. Alors l'app s'appelle Past. Past, pas comme des pâtes, hein. Past, P-A-S-T-E. Alors c'est tout bête. Sur iOS, elle est totalement gratuite pour la version iPhone. La version iPad est payante. La version iPhone en soi est déjà intéressante, c'est-à-dire qu'elle va regrouper toutes vos actions copier-coller que vous allez faire. Donc tout ce que vous allez copier, que ce soit un pavé de texte, que ce soit une image, que ce soit ce que vous voulez, va être enregistré dans une espèce de timeline dans l'application, et vous allez pouvoir aller reprendre ce que vous aviez copié-collé il y a 4 jours pour le réutiliser aujourd'hui. Donc c'est très intéressant quand on a plusieurs fois, sur plusieurs jours en tout cas, le même truc à réutiliser. C'est déjà en soi, juste tout seul comme ça, c'est déjà chouette. Mais là où il va plus loin, c'est qu'il est compatible avec macOS aussi. Il y a une version, là aussi payante. Je pense que c'est une 30aine d'euros. Qui existe. Alors, justement, c'est intérêt. Si je prends un pavé de texte sur mon Mac, que je fais un copier-coller, je peux le récupérer sur mon iPhone et le copier-coller à ce moment-là depuis mon iPhone aussi. Donc, ça, c'est pas mal. ça, je peux t'assurer que c'est une continuité qui fait vraiment plaisir, parce que ça veut dire que si je vois un truc qui m'intéresse sur un article que je suis en train de consulter sur mon téléphone, et j'ai pas envie de sauvegarder le favori, ou c'est peut-être pas possible, ou voilà, je suis juste en train de le voir. Je sélectionne ce texte, je fais copier-coller. Enfin, je fais copier. Là, en l'occurrence, je fais copier. Je reviens sur mon Mac, je lance ce petit bidule qui a un bête raccourci, hein, c'est Command Shift V, et il y a une petite barre en dessous, au-dessus du dock qui va s'installer. Et là, je peux récupérer mes fichiers texte. Là, par exemple, je l'ai fait. Je peux aller rechercher des fichiers texte qui sont très, 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 très vieux. Voilà, ça remonte ici. Le plus vieux que j'ai ici remonte à il y a 2 semaines. Ah ouais. Donc, c'est ce qu'il appelle le clipboard history. Donc, autrement dit, l'historique de ce copier-coller que vous avez dedans, et ça fonctionne à merveille, ça dépanne pas mal, c'est un gain de temps monstrueux, surtout si vous commencez justement des choses sur un appareil mobile et vous devez le reprendre après sur votre appareil fixe, ou vice versa. Je trouve que pour le prix, donc déjà la version iOS, iPhone gratuite, iPad payante, là, bon, on peut pas l'expliquer. La version macOS est payante, ça fallait pas s'étonner. Et c'est combien, tu sais rappeler? La version macOS, si je ne dis pas de bêtises, est à 30 €. Je vais te dire ça tout de suite. Ah, c'est quand même... Ouais, c'est quand même 30 €. Donc il y a une version d'essai de 15 jours qui peut être téléchargée pour dire, tiens, est-ce que j'apprécie ou est-ce que j'apprécie pas. Non, rectification, c'est 14 $. Donc ça doit faire à peu près 15 €. Ouais, donc okay. Voilà, c'est pas encore si cher que ça, si vous en avez l'utilité. Et la version iPad est effectivement une affaire de 9 $ aussi, donc ça fait... Donc, à partir du moment où tu copies, oui. Tu peux copier plusieurs fois un mot d'affilée. Ouais. Et ça se sauvegarde. Ouais. Ah, ça c'est bien. Ça. Allez, ça va plus loin. Imaginons que, il faut rentrer dans l'univers Mac, hein, mais imaginons que tu as un MacBook. Et à côté, à la maison, tu as un iMac. Si tu as copié, à un moment donné, quelque part, un fichier, une vidéo ou une photo, tu peux la récupérer sur l'autre appareil s'il passe la sauvegarder quelque part. Ça c'est bien parce que nombre de fois que j'ai perdu des données comme ça. Ah, je trouve ça extraordinaire. C'est une idée tellement conne qu'on se demande, mais bordel, pourquoi ça existait pas avant? Tellement que c'est simple et tellement que c'est tellement simple qu'on se demande vraiment, mais bon sang, personne l'a fait avant eux, c'est fou quoi. Pourquoi on l'a pas développé nous? Je pense savoir ça que sur Windows, il y a ce qu'on appelle maintenant la même chose, comme je sais, ça porte un autre nom, hein, c'est aussi un clipboard je pense, sur Windows 10, qui peut à ce moment-là enregistrer les actions que tu fais sur les différents appareils que tu utilises. À vérifier, mais il me semble que j'ai lu quelque part que il y avait une version Windows 10 intégrée, donc développée par MS, qui existait. Bah comme ça les auditeurs pourront aller jeter un œil si ils sont pas sur... Donc si vous êtes sur Windows, allez Apple, voir un petit Mac, peu, si vous êtes sur Apple, foncez dessus, parce que c'est un truc qui honnêtement facilite la vie grandement. Et surtout pour rappel, gratuit sur l'iPhone. Hein, oui, c'est ça. Ouais, totalement gratuit sur l'iPhone. Sur l'iPad, j'avoue que je ne l'ai pas pris.
Parce que quand je parle d'app comme ça, généralement, là aussi, je reçois pas un code pour la tester, hein, je l'achète avec mes petits sous. Et quand je trouve quelque chose de sympa, je vous en parle. Mais là, par contre, sur iPad, mon iPad ne me sert réellement que de support, comme ici, quand on est en train de faire le podcast, ou pour regarder des vidéos YouTube, Twitch, tout autre, mais Netflix, mais pas réellement je produis rien avec lui. Voilà. Ok, elle a l'air bien intéressante cette petite application. Que les gens pourront aller jeter un œil à ça. Ouais, à la limite. Et peut-être craquer. Ouais, c'est ça. Écoute, le prix vaut le coup. On mettra peut-être un lien vers la page de l'éditeur dans le billet qui accompagne le podcast. Comme ça permettra de se faire une petite idée. Ok, voilà, ça clôture notre petite rubrique high-tech. Et on va passer maintenant à la rubrique cinéma et séries. Alors, donc toi, t'as été au cinéma récemment. Hein. Oui, j'ai eu... Ouais, j'ai la banane, là, rien qu'à en parler. On va encore se faire passer pour des vieux, là. J'ai été à l'avant-première de Dragon Ball Super Broly, et rien que d'en parler, j'ai des frissons. D'accord. Donc, Dragon Ball Super Broly, c'est, comme son nom l'indique, l'histoire de Broly. Donc, Broly est maintenant canon. Ça n'a rien à voir avec l'ancien Broly. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, non, l'ancien Broly, c'était un OAV, on l'oublie, il n'existe pas. D'accord, ok. Là, ici, on est vraiment dans la suite de Dragon Ball Super, donc après le tournoi du pouvoir, etc. Alors, le film a une animation de malade. C'est coloré, il y a les mouvements de caméra à 360 degrés pendant les combats, les techniques d'arts martiaux et les katas sont hyper dynamiques. On voit vraiment que là, tout a été travaillé, les mouvements des personnages, détaillés, graphiquement, c'est superbe. Parfois, tu as des côtés un peu plus simplets, mais quand c'est en mode détente, un peu comme, dans Dragon Ball, il y a des moments où c'est un peu con-con, mais c'est en mode détente, le dessin est plus léger, plus enfantin. C'est fait pour, mais alors quand ça devient sérieux, quand il fronce les sourcils, etc., tu vois vraiment les détails du dessin c'est superbe. C'est toujours en 2D. Oui, bien sûr, ça va. Le film est découpé en 2 morceaux. Donc ça commence avec... je vais pas spoiler, je vais juste expliquer. Pendant, on va dire 40 minutes environ, et on découvre les origines de nos héros, Saiyan, surtout de Broly et Vegeta, parce que Broly et Vegeta ont plus ou moins le même âge, contrairement à l'OAV où c'est Goku et Broly qui ont le même âge. D'accord. Goku est plus jeune que Vegeta, je crois qu'il y a 4-5 ans de différence. Et on voit comment la planète Vegeta a été détruite, on voit comment Broly a été exilé avec son père sur une autre planète, et comment son père... Parce que son père le contrôle toujours, sinon il développe sa puissance et il fait tout péter. D'accord. Ça, c'est resté tel quel. Okay. Mais contrairement au Broly d'avant qui était complètement ravagé quand il voyait Goku, là Broly en fait il est pas méchant. Sa rage explose à un moment donné, mais ce n'est pas parce qu'il est méchant, il est pas foncièrement méchant. C'est un personnage dans l'histoire, mais voilà. Je vais pas en dire plus. D'accord. Néanmoins, la deuxième partie, on va rester sur la première partie, on découvre aussi comment Freezer arrive à connaître Vegeta, etc., comment il est quand il est plus jeune, comment il succède à son père, etc. On voit comment il met les Saiyans à ses pieds et comment il déglingue la population. On connaît l'histoire, mais là, c'est mis... on voit le père de Goku, Badak, on voit sa mère, Guinée, on les voit cette fois, on a une image, parce qu'il n'était apparu que dans un petit tome de manga sur... Non, en fait, c'était dans Jaco. D'accord. Dans le manga Jaco, c'est parallèle à Dragon Ball, et il y a eu quelques pages sur les parents de Goku. Bref, ça c'était pour la première partie. La deuxième partie, c'est de la fight. C'est vraiment. D'accord. Il se tape sur la gueule tout le long. Je vais pas spoiler. Bon... Gogeta apparaît, ça c'est pas un spoil parce qu'on le voit sur les affiches, etc. Donc Gogeta est bien présent. Donc Gogeta est canon aussi, alors qu'avant il était aussi dans un film, dans le film Fusion, qui était un OAV aussi, quoi, donc qui ne faisait pas partie de la trame principale de Dragon Ball. Ici Gogeta existe. D'accord. Le film est tout ce qu'on aime dans Dragon Ball. Donc il y a de l'humour. Quand on sait pourquoi Bulma ou Freezer veulent les boules de cristal, c'est à mourir de rire. Les combats sont dantesques, mais vraiment dantesques. Je sais pas, ils ont mis un paquet là-dessus. Quand on va voir ce film, on peut pas ressortir de là et dire « Ah, c'était pourri ». Ou alors « Ah, je suis déçu ». Ou... Non, franchement, il faut pas être malhonnête. Il faut juste dire que ça, c'est Dragon Ball. D'accord. Tout ce qui est excellent dans Dragon Ball, tout ce qu'on aime, c'est dans ce film. Et pour moi, j'ai même pas peur de le dire, je pense que c'est le meilleur film Dragon Ball qu'ils ont sorti. Ah, ok. Le meilleur. D'accord. Ever.
Donc le développement de Vegeta est super. Il a une de ses classes dans le film, il est incroyable. Broly, la fin de avec Broly, je m'attendais pas à ça. Et je suis vraiment content que ça se passe comme ça. Et Goku, il est dans ses œuvres, quoi. C'est le côté naïf, le côté gentil héros. Enfin, tu vois, de Goku, quoi. Tout. Le film est presque parfait, on va dire. Enfin, moi perso, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Ils ont voulu faire enfin, les fans voulaient quelque chose, ils l'ont fait. D'accord. Ils l'ont fait, voilà. Donc voilà, je n'ai rien à dire sur Dragon Ball Super Broly. À part aller le voir, allez le voir, parce que il sort dans le courant du mois de mars en tout cas. Donc l'avant-première c'était en VO, sous-titré français, et c'était très bien comme ça. Je retournerai le voir avec le fiston, comme ça il comprendra. Voilà, allez le voir, Dragon Ball, c'est excellent. Et je vais rebondir. Pardon ? Il sort dans des salles francophones ? Ah non, moi il était sorti au Kinépolis. Ouais. Il est sorti à la Cinépolis et au Pâté aussi. D'accord, ok. On parle des cinémas de Belgique. Là. Oui, en c'est France, ça. Il est sorti à peu près partout. Parce que, voilà, ils ont plus de chance que nous. Mais c'est déjà étonnant qu'on l'ait eu, l'avant-première. Donc, il sort d'office à la Cinépolis, au Kinépolis et chez Pâté. D'accord. Donc, on les aura très certainement à l'affiche. Et justement, je voulais rebondir là-dessus. Je voudrais faire mon mea culpa d'avance, alors que j'ai même pas encore vu le film. Tu sais de quoi on va parler. Nicky Larson par Philippe Lachaud. Alors, quand le premier trailer est sorti, je pense que t'avais le même avis que moi. Ouais, pareil. C'est quoi cette merde ? Aïe, aïe, aïe. C'est aïe, aïe, aïe. On avait très peur. Mais le truc, c'est que Philippe Lachaud, j'ai checké quelques interviews, j'ai checké d'autres, les dernières bandes annonces, et je dois m'avouer ma faiblesse. Je pense que on s'est trompé. Et j'irai voir le film cette semaine certainement. J'en parlerai au prochain podcast. J'irai certainement voir le film parce que je suis un petit peu hypé, je l'avoue. Bah les premiers retours sont bons, donc effectivement tout le monde avait un peu peur. En se disant, bon, d'accord, donc on a un truc d'animation qui va être adapté en film par des Français, donc on se dit, aïe, 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 vers quoi on va, et il paraît que ça soit l'humour, l'ambiance assez caractéristique de Nicky Larson, bah, il paraît que c'est bien transcrit et que c'est bien présent dans le film, donc c'est du moins les retours que j'ai vus aussi comme toi. Donc, effectivement, ça titille, on se dit, bon, bah alors, bah, finalement, c'est qu'il est pas mauvais, donc... Et la musique? Ouais. La musique, ça fait beaucoup, hein. C'est vrai. Là, les derniers trailers, j'ai entendu la musique de Nicky Larson. Ouais. Donc je suis comme toi, je suis assez curieux. Je pense pas aller voir au cinéma, mais ça c'est une question de temps. Bah tu me diras ton ressenti. Mais je suis assez impatient qu'il sorte en Blu-ray et de le regarder à la maison parce que je suis curieux. Ouais, c'est ça. Moi ici, les interviews ont fait beaucoup parce que j'ai senti un fan. Il est de notre génération. Ouais. Les vieux trentenaires. Il a suivi le Club Dorothée, et quand tu vois pourquoi il a sorti le film, allez, il était chez sa mère ou sa grand-mère, je pense, et il est retombé sur ses Dorothée Magazine, et il a vu Nicky Larson, et il s'est dit, on va faire un film là-dessus, parce que j'aime bien Nicky Larson. Ben voilà, j'ai hâte de le voir, parce que je suis quelqu'un de très curieux. Quand je vois les derniers trailers avec la mini et tout, ça me rappelle de bons souvenirs, et j'ai vraiment envie d'aller le voir, et... même s'il reste, s'il est plus Nicky Larson que City Hunter, parce qu'attention, que voilà, les Français, quand ils ont traduit Nicky Larson, City Hunter, en l'appelant Nicky Larson et tout ça, ils ont pris certaines libertés. C'est un peu plus rigolo que dramatique. Et puis Nicky Larson chez nous était quand même assez censuré, quoi. Je me souviens que la version originale était quand même un peu plus bon voilà, Nicky Larson c'était un petit pervers, un petit cochon. Il était encore très très soft dans la version qu'on voyait au Club Dorothée, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, si ça reste dans l'esprit, j'ai entendu la critique du chef Otaku qui disait qu'il pourrait s'intercaler dans la lignée, quoi. Parce que moi, en plus, quand j'ai vu le titre et le parfum de Cupidon, je me dis, waouh, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc pourri? Et puis, il y a toujours l'enfant qui reprend le dessus. Ouais, c'est ça, comme tu dis, ouais, exactement. T'as envie de le voir. Et puis, ils ont une méchante cartouche et il y a Didier Bourdon, quoi. Ouais. Les Inconnus, Didier Bourdon. Ouais. C'est bon, tu me l'as vendu ton film. J'arrive. Tiens, prends mes sous et voilà. Moi, il y a rien à faire, j'adore Les Inconnus, il y a Didier Bourdon dans un film, bah je vais le voir, quoi, je me fous. Voilà, c'est ma faiblesse. Bah, tu me diras ton ressenti, alors. Ouais, au prochain podcast, on en parlera. Exactement. Toi, tu voulais parler de Batman, si je m'abuse. Oui, enfin, 2 mots, en fait, très rapidement. Ce qu'on devinait depuis pas mal de temps est devenu officiel maintenant, c'est-à-dire que Ben Affleck a rangé le costume de Batman.
Donc il y avait eu des divergences avec DC, il y avait eu des divergences avec la maison de prod. Voilà, là maintenant c'est officiel. Il y a un film Batman qui doit sortir en 2020. Eh ben ça sera pas Ben Affleck. Donc là, voilà, le problème de DC, il est résumé là. C'est-à-dire que là où on prend Marvel, avec les Avengers, ou avec Iron Man, ou avec Captain, ben, ils ont été assez malins pour choisir les acteurs et faire en sorte de les garder après. C'est-à-dire que si l'acteur partait, ben, c'est tout simplement que le personnage n'existait plus. Ici, Batman a un personnage emblématique comme ça, ils auraient peut-être dû calculer, enfin bien que moi je trouvais le choix de Ben Affleck, j'étais très critique au départ, et puis après avoir vu sa prestation, je me suis dit, mais non, mec, il est très 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 bon. Donc je trouve que c'est un très bon choix, le fait maintenant de dire, bah tiens, Batman, tu dégages, enfin Ben Affleck, tu dégages, t'es plus Batman, je ne sais pas ce qu'il y a comme réelle raison derrière, mais je trouve ça dommage, parce que du coup, c'est ce qui creuse encore plus l'écart avec DC et avec Marvel. Pourtant, je suis un très gros fan de DC, même limite plus que Marvel. Mais au moins, Marvel, ils ont une organisation. C'est-à-dire qu'ils savent où ils vont, ils savent qu'ils ont tel acteur, et Tony Stark a joué Iron Man pendant, je ne saurais pas te dire comme ça à la grosse louche. Quelques films. Mais c'est ça, quoi. Donc on a eu Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3, les Avengers, il était dedans. Donc voilà. Ici, le pauvre Ben Affleck, ben, il a fait un Batman. C'est-à-dire, non, il en a fait deux. Il a fait Batman contre Superman, et il a fait Justice League. Donc c'est-à-dire que déjà là, ils ont pris un parti pris énorme, puisqu'ils ont lancé Justice League, avec des personnages qui, si tu veux les retrouver par la suite, ben, il fallait peut-être faire en sorte que tu sois bien sûr que ça soit eux. Eh ben non. Non, voilà. Batman, c'est terminé, ça sera plus lui. Il y a des bruits de couloir qui discutent déjà pour des... Alors, on avait parlé de Robert Pattinson. C'est le fameux Edward dans Twilight. Voilà. Excuse-moi. Le rire qui veut tout dire. Moi, je préfère pas... Nicolas Cage. Ouais, bah, ouais. Ça, c'est le running gag avec Superman. Exactement, donc, quoi. Je sais pas, je préfère pas me faire de film en me disant, ouais, machin, il serait bien, un truc, il serait mieux. On verra, mais moi, je suis un peu attristé parce que je trouvais que Ben Affleck a travaillé avec Zack Snyder dans le Batman contre Superman, parce qu'il a dit, je suis un très gros fan de Batman et j'ai envie d'apporter peut-être quelque chose de plus, et je trouvais qu'il s'était bien investi dans le rôle et que le rôle lui allait bien. En Batman plus vieux, en Batman old school, justement, en disant, voilà, moi, j'ai fait mon temps, j'ai sauvé Gotham City plein de fois des gros méchants, et maintenant, je pensais avoir accroché, et finalement, non. Ben, voilà, moi, je le trouvais qu'il était parfait. Reste à voir ce qu'ils vont faire, parce que succéder à, comme je le disais, Ben Affleck, ou à Christian Bale dans la trilogie Batman de Christopher Nolan, voilà. Donc, le Christian Bale... avec les 3 Batman que Christopher Nolan a fait, bah, ça sera pas évident de reprendre le rôle, je pense. Ça sera pas facile. Bah, effectivement. Voilà, donc je pense que le nouveau Batman qui va arriver, ben, il aura déjà une belle épée de Damoclès au-dessus de son armure. On verra par la suite ce que ça donnera. Mais moi, voilà. Moi, je voulais juste notifier ça, c'est un peu dommage. Je suis pas triste, mais je suis un peu déçu que, finalement, bah, Ben Affleck, les rumeurs étaient vraies. Il ne remplira pas pour un Batman. Ah, je déteste ce genre de décision. Et comme tu dis, quand tu vois Iron Man, bah, il a même... Je voulais rajouter qu'il était même dans Spider-Man Homecoming. Hein. Oui, aussi, c'est vrai, c'est juste. Bah oui. Ouais. Robert, voilà. Ça me saoule, ce genre de... Je sais bien qu'il y a beaucoup de choses autour des acteurs, il y a des contrats, il y a tout ça, c'est professionnel. Mais quand tu as une personne en tête, ou alors... Batman, je peux comprendre, parce que, allez, t'as eu la trilogie de, la toute première avec... Michael Keaton. Michael Keaton. Après, 15 ans après, bah, t'as une nouvelle trilogie, c'est 15 ans après, quoi. Mais juste 2-3 ans après, non, quoi. Si tu commences à changer alors que c'est dans la continuité, moi j'ai beaucoup de mal avec ce genre de changement, j'aime pas. Et je pense qu'on est beaucoup à ne pas aimer ce genre. Ouais. Et rares sont ceux qui ont repris le relais et qui étaient meilleurs que les premiers. Tout à fait, tout à fait. C'est assez rare. Mais Pattinson, laisse-moi rire. Ouais, non, c'est ça. Attends, écoute, après il va briller quand il se baladera dans la nuit. Non, merci. Ouais, il a qu'à aller jouer dans Dracula. Ouais, voilà, et puis il a qu'à jouer dans rien du tout. Écoute, j'aime pas être... mais je suis pas fan du tout de de ce personnage. Donc voilà, j'ai pas envie de le voir dans un film qui me plairait, et encore moins qui me démolisse un personnage comme Batman. Moi je suis fan de Batman, on touche pas à Batman, voilà. Et j'ai quelques amis qui seraient un peu dans le même état d'esprit. Donc s'il tient à sa vie, eh ben, qui joue pas Batman. Dont un Nico, si tu m'écoutes. Voilà. On va clôturer tout doucement. Ici, peut-être parler un petit point sur Sabrina. Oui. J'ai fait mes devoirs, donc j'ai regardé Sabrina. Mais j'ai pas fait comme Resident Evil. Resident Evil, j'ai testé quelques instants et puis ça n'allait pas. Ici, j'ai regardé le premier épisode, puis le deuxième, puis le troisième.
Et puis j'ai fait comme toi, j'ai bouffé toute la saison. Ah ben voilà. Et celui de Noël, le spécial Noël en plus. Ouais. Et j'avoue que on est hyper loin de la nunuche qu'on a connue dans les années 90. C'est pas Sabrina, quoi. Non. On est dans une autre dimension. C'est trash, c'est violent, c'est sans non plus être. Je rassure les auditeurs, ce n'est pas, on n'est pas devant Mad Max. Hein. C'est juste que là, on est sur du 16+. Oui, Enfin, oui, voilà. Plus ou moins. Hein, t'es d'accord avec moi? Ouais, tout à fait. On est Complètement. sur du 16+. Mais c'est créatif. Oui. On a... Enfin, moi, je préfère ce genre de sorcier à je vais me faire frapper à distance à Harry Potter. Moi, Je n'ai rien contre Harry Potter, mais voilà, moi, je suis pas dans la génération Harry Potter. Voilà, j'ai regardé les films, je sais même pas si je les ai tous vus, mais sans plus. Je sais pas, enfin voilà, t'as Gryffondor, t'as machin. Je suis pas un puriste. Non, mais je comprends. Mais là, Sabrina, Mhm. ça mériterait même un film, ça mérite certainement une saison 2. J'espère que Netflix va pas me faire le sale coup de merde comme à chaque fois, Ouais, d'annuler la saison. Tu m'étonnes. Sinon, je porte plainte. Là, j'adore, j'ai fait une pétition. Ah ouais, non. Là, j'adore, j'ai adoré, et Amy, ma femme, a adoré aussi. Mhm. On était à fond dedans, on attendait que le petit aille dormir pour pouvoir regarder Sabrina, l'apprentie sorcière. Ah, mais tu m'étonnes. C'est frais, ça fait du bien des séries comme ça, et donc voilà, on est resté dessus, on a tout vu, l'épisode de Noël est excellent, et on a juste envie de savoir ce qui se passe par la suite, parce que là, au niveau scénar, ils ont fait fort. Ah bah c'est Bravo. courant de cette année hein, pour la saison 2. Je pense que c'est mai ou je dis une grosse bêtise. Je pense que c'est quelque part par là. Eh ben, on va se choper tout en même temps, on va avoir ça, on va avoir, Stranger Things, on va Ouais. tous prendre en même temps, je le sens. Mais tant mieux, Bah écoute, tant mieux. Mais c'est en été que ça sort, c'est ça qui est bête, c'est en hiver qu'il faut nous sortir. ouais c'est ça parce que c'est en hiver qu'on va dans notre tanière à ne pas sortir parce qu'il fait froid. C'est ça. Bah écoute, si t'as fini Sabrina, hein, moi je bondis sur ta news pour justement te parler de Happy. Donc Happy, j'en avais parlé un tout petit peu au dernier podcast, donc je vais aller un tout petit peu plus loin parce que je vais pas non plus trop vous dévoiler. Alors juste pour la petite histoire, à la base c'est une série qui était sortie sur Sci-Fi, donc sur la chaîne Sci-Fi, qui s'est retrouvée assez rapidement sur Netflix et qui a été un énorme coup de cœur. Je parle pour moi, je parle pour ma compagne aussi, je parle pour plein de gens sur internet, il suffit de regarder un peu l'engouement que cette série a pris. C'est avec l'acteur Christopher Meloni, donc celui qui joue dans New York Unité Spéciale. On est très loin de son rôle qu'il a dans New York Unité Spéciale, c'est-à-dire que là il a un rôle de policier, détective, même je pense très carré, avec une belle coiffure, bien coiffé, bien habillé. Là on est totalement à Un truc chiant. Ouais, bon, faut pas se mentir, hein. Moi, à part les personnes de 50 et plus, je ne connais personne qui regarde New York Unité Spéciale. Tout à fait. Voilà, bon, voilà. Si vous le regardez, je suis désolé pour vous. Mais, donc, ici, on est très loin de ce rôle-là. On est vraiment dans un rôle à l'opposé. On est dans une espèce d'anti-héros. Un peu de Max Payne, en fait, hein. Quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, hein, qui malheureusement ne voit plus sa fille, ne voit plus sa femme. Il a été un très bon flic. Il y a des raisons qui ont fait qu'il est arrivé à ce niveau-là. Je vous en parle pas, c'est expliqué dans la série. Donc c'est Nick Sax, donc c'est le personnage. Alors comment ça démarre? Sa petite fille se fait kidnapper par un Père Noël, mais alors un Père Noël glauque à souhait, ragoûtant à souhait, mais Pas comme dans Taxi, quoi. De quoi dit? Pas comme dans Taxi. Ouais, non. Là, on est vraiment très loin. On est dans un Père Noël vraiment déjà de base comme ça. Il est vicieux. Il est pas accueillant. La petite fille se retrouve le suivre parce que de dos c'est un Père Noël, hein, donc voilà. Et elle se retrouve à la fin finalement dans une boîte en bois. Donc elle comprend très vite qu'elle vient de se faire kidnapper et que elle est dans le pétrin parce que jamais personne ne va la retrouver. Et c'est là que Happy arrive. Donc Happy c'est une petite licorne imaginaire. C'est l'ami imaginaire de la petite fille. Et elle lui dit écoute mon grand Happy, il va falloir que tu m'aides. De ce que maman m'a expliqué, papa c'est un policier. Donc s'il y a quelqu'un qui peut me sauver, c'est bien papa. Tu as un but, tu dois rechercher mon papa, il s'appelle Nick Sax, il faut le trouver. Alors voilà, donc celui-là commence comme ça. Happy va finir par retrouver Nick Sax, on s'en doute bien. Nick Sax qui, entre 2 gueules de bois et quelques drogues par-ci par-là, se dit « Oula, j'ai peut-être forcé un peu trop la dose, parce que maintenant je vois une licorne qui me parle et qui me dit que ma fille a été kidnappée. » Et le truc commence comme ça. Et à la fin, il se dit mais finalement, s'il me raconte, ça a du sens. Il me parle de ma fille, il me parle de ma femme, il me parle de mon ancienne maison. Il y a quelque chose qui se passe là, c'est quand même pas normal. Et donc, il se prend à se dire je vais peut-être écouter cette bestiole imaginaire et on va voir ce qui se passe. Et c'est comme ça que l'histoire démarre. C'est très trash.
On est de nouveau dans une ambiance un peu Sabrina, c'est une série pour les teens plus, donc on est, comme tu l'as dit, hein, 15-16 ans et plus, pas d'en dessous. J'ai un gamin de 10 ans, il n'a pas regardé Happy, il n'en est absolument pas question. C'est très très trash, mais c'est pas du trash gratuit, c'est-à-dire que c'est ultra drôle, c'est très bien filmé, il y a plusieurs plans qui sont pensés directement à du comics, tellement que les plans sont magnifiques. 8 épisodes, je pense, pas plus, d'une 50aine de minutes, et quand t'as fini, tout ce que tu fais, c'est « j'en veux encore ». Tellement que c'est bon. Donc il y a une saison 2 qui doit justement débarquer cette année-ci aussi. En mai. Voilà, c'est ça, t'as été voir? Non, j'ai pas. Non, mais tout sort à ce moment. C'est ça. Voilà, allons-y. Alors en mai, je pose balance. un mois de congé, les gars, voilà, je suis désolé, c'est pas possible, C'est ça, quoi. voilà. Mais honnêtement, regardez cette série, elle vaut la peine. Elle est encore sur Netflix, profitez-en, parce que Netflix, parfois, les films, les séries, ça reste pas longtemps. Ouais. Mais cette série-là, pareil, si vous avez accroché à l'ambiance un peu glauque et borderline par moment de Sabrina, vous allez accrocher à l'ambiance de Nick Sachs, qui se passe dans un Brooklyn un peu trash. Mais honnêtement, l'histoire est magnifique. Le fond, quand même, c'est l'histoire d'une petite fille qui demande de l'aide à son papa, via d'un ami imaginaire. C'est super bien fait. C'est vraiment super bien fait. La petite licorne, on se lie d'amitié, d'affection pour elle. Le Nick Sachs anti-héros, ben oui, au début, on se dit, mon Dieu, mon pauvre gars, dans quel état tu es? C'est de ta faute, t'avais pas besoin de boire ou prendre autant de drogue. Et puis à la fin, on se dit, allez mec, tiens le bon bout, tu vas aller sauver ta fille. Donc honnêtement, bien. En tout point, très très bien. Bah c'est noté. Bah j'avais déjà noté la fois dernière, mais ici je vais pas m'éterniser plus que ça. Je vais juste faire un petit aparté sur une série que je suis en train de regarder. Ça s'appelle Russian Doll, la poupée russe. Je sais pas si t'as fait attention à ça. Oui, j'ai vu. Oui. Non, elle est dans ma liste. Je l'ai ajoutée dans la liste début de semaine. Dans le genre barré, c'est barré aussi. Ah ouais. J'en parlerai dans le prochain podcast parce que là on avait dit qu'on allait faire 1 heure, mais on a déjà débordé. Forcément, c'est logique. Je voulais juste poser un petit peu le résumé. C'est une série dans laquelle l'héroïne, elle revit sa mort. En fait, elle meurt le jour de son anniversaire. D'accord. Et à chaque fois, elle réapparaît. Donc, elle réapparaît dans une salle de bain, dans la salle de bain de l'appartement dans lequel elle fête son anniversaire. Je crois que c'est chez une amie ou un truc comme ça. Et à chaque fois qu'elle revit ce jour-là, elle meurt. D'accord. Puis elle réapparaît là. Okay. Puis elle refait ce jour-là, elle meurt. Mais à chaque fois, elle essaie de changer le fil de l'histoire. Le fil conducteur, voilà. C'est délirant. Parfois, ça peut être osé, dans le sens, pas osé plus, hein, mais voilà, il y a quelques trucs... Mais délirant, c'est délirant. Hein. T'es vraiment dans un univers un peu, je suppose, comme dans Happy. Au début, elle boit, elle fume, elle se drogue. C'est une développeuse de jeux, mais... Elle fait tout et n'importe quoi. Voilà, l'actrice est vraiment bien trouvée. Elle a un air taré comme ça. Enfin bref, j'en parlerai certainement dans le prochain épisode. Ici, on va clôturer tout doucement. Ouais. Parce que je pense qu'on a déjà pas mal de contenu. C'est très bien. Je voulais juste dire à nos auditeurs qu'on a pris en compte les remarques et les suggestions. On fait de notre mieux avec les moyens du bord pour l'instant. On essaye d'appliquer ce qu'on nous demande aussi, parce que je trouve que c'est important, c'est constructif. Si vous avez d'autres remarques, n'hésitez pas. Le podcast va s'améliorer à chaque fois. À chaque podcast, on va améliorer le concept. Là, il faut savoir que on le fait, on a très peu de temps, et Sébastien et moi-même, donc on le fait vraiment souvent à l'arrache. À chaque fois, on a des imprévus en plus. Aujourd'hui, ça a failli. On a failli passer à la trappe aujourd'hui aussi. Bref, on a réussi à le pondre, ce podcast. Je vais essayer de faire un bon petit montage pour dynamiser tout ça. Comme j'avais fait avec le premier. Le premier, je tenais à garder le pilote quand même en ligne pour que vous remarquiez que quand on débute, c'est pas facile. Je confirme. Et après, j'ai un petit peu modifié le podcast, donc ils sont tous les deux disponibles. La version remasterisée et toujours la version pilote, mais écoutez la version remasterisée, c'est très bien. Surtout. Alors, je voulais signaler qu'on a un site web, c'est Woodcaster, avec 2 zéros, c'est pas des O, woodcaster.home.blog. Vous retrouverez toutes les news dessus, toutes les news du podcast, la chaîne YouTube, où on peut nous lire, nous écouter, sur iTunes, sur Spotify, sur SoundCloud. On essaye d'être visible un peu partout, on fait notre possible pour ça, et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on a pris la décision d'ouvrir une page Tipeee. On ne fait pas l'aumône, à votre bon cœur, on ne fera pas de pub là-dessus, on l'a juste mis sur notre site. Celui qui veut donner 1 euro, 2, 3 euros, merci déjà, il y a des petites contributions, mais ce n'est pas pour pas pour gagner notre argent. J'ai des travaux à finir à la maison. Tu viens de me détruire toute ma crédibilité.
Non, mais évidemment, mais je pense que t'as tout dit là-dessus. Effectivement, c'est pas pour aller se faire des beuveries et boire des coups. C'est effectivement pour dire d'avoir un peu plus de contenu, toujours le plus critique possible, et de donner un maximum de ce que nous avons trouvé dans l'actualité tech le plus intéressant, et toujours d'aller un peu plus loin et pas simplement dire bah écoutez, on a lu ça et il paraît que si on sait le vérifier par nous-mêmes, c'est toujours intéressant. On n'est pas contre mettre la main à notre portefeuille, mais on est comme vous, on a les mêmes dépenses et la même rythme de vie que vous, donc voilà. On a déjà investi dans beaucoup de choses Oui, pour faire ce podcast. Après, on n'oblige personne, encore une fois. bien sûr. Mais c'est vrai que, allez, ne fût-ce que regarder une publicité sur le site de Tipeee, ça nous rapporte un petit peu d'argent, mais cet argent, c'est pas pour nous, c'est pas dans notre poche. Ça sert à... Faut savoir qu'on a un hébergement chez SoundCloud, sinon on ne pourrait pas mettre en ligne nos podcasts. On compte avoir de plus en plus de visibilité, mais pour ça, il faut se faire un autre compte sur un autre site et pouvoir développer cette visibilité au niveau des autres moyens de diffusion. Il y a le matériel, etc. Si on pouvait juste retomber dans nos frais à ce niveau-là, ou même de moitié pour au moins les hébergeurs et tout ça, ce serait parfait. Après voilà, c'est le seul aparté que je fais sur Tipeee, j'en parlerai plus. C'est à votre bon cœur, je n'oblige personne. On est des débutants, je peux comprendre que certains disent c'est le début, on va pas donner parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner après. Mais nous, on continuera, c'est pas ça qui va nous arrêter de toute façon. Exactement. Et je précise aussi qu'on a aussi une chaîne YouTube, donc pour ceux qui ont plus facile, ils peuvent écouter notre podcast sur YouTube également. Peut-être qu'un jour vous verrez nos magnifiques faciès. Peut-être, ouais. On verra. En attendant, il faudra patienter et nous lire sur notre site, sur Facebook, Twitter, Instagram. Oh, on est sur Instagram aussi, attention, on fait de belles petites photos des fois. Ben voilà, bref, peut-être qu'un jour, ouais, si tout se passe bien, si on évolue tous ensemble, on pourra arriver à des émissions vidéo, ce serait magnifique. Pour ça, il faudrait équiper le local que j'ai chez moi, mais bon, c'est encore autre chose, c'est pas pour tout de suite. Mais why not? Ouais. Tout est possible. Eh ben voilà. Tout dépendra de... Je pense que tu as tout dit. Dépendra. Le mot de la fin, Sébastien? Bah écoute, on est vendredi, hein, vendredi veille de week-end. Bah... Écoute, je sais pas, qu'est-ce que t'as prévu de beau pour ton week-end? Mais ici, je vais pouvoir rejouer à la Xbox un petit peu. Ah bah oui, t'as pouvoir faire mes tests. Les tests pour Pixel Barbecue, faut que je les fasse parce que là, j'ai ma manette qui, tu sais, a rendu gentiment l'âme. Comme par hasard, après ces 2 ans de garantie, comme d'habitude, c'est la 3e fois. Donc, bah oui, comme j'ai dû me farcir de jouer avec la Duke de Hyperkin, tu vois, l'ancienne manette de la première Xbox, bah elle a été remasterisée, mais bon, c'est beaucoup trop gros. J'avais besoin de mes pieds pour jouer avec. Même mon gentil facteur m'a apporté ma manette, mon pad S, ce matin par Amazon, donc je vais pouvoir recommencer à jouer un peu à la Xbox pour pouvoir faire le test de Supercross Monster Energy, je crois. Bon voilà, c'est pas très passionnant, mais d'autres petits indés, donc je vais m'atteler à ça. Et je vais voir ce week-end si je sais aller voir notre petit Nicky Larson et le parfum de Cupidon à suivre. Voilà, ça c'est le programme du week-end. Sinon boulot, boulot, bah, comme d'hab. Oui, je me doute. Et toi, du coup? Alors, je vais replonger... Tu me dis pas ce que tu vas faire. je vais terminer le test des Resident Evil 2 histoire de publier le papier ce week-end, hein, parce que il vaut la peine d'être publié, ce petit papier. Et j'ai eu un nouveau jeu à tester qui s'appelle Riot Civil Unrest. Alors, je reviendrai dessus plus tard. C'est un espèce de générateur de manifestations, enfin de rébellion, J'en reviendrai plus tard, parce que j'ai vu ça de loin, ça a l'air très pixel art avec un ancien look design. Je reviendrai la prochaine fois au prochain podcast avec. Ah, on met ça comme point sur le prochain podcast. Exactement. Donc Ouais, je suis en train de regarder les images, effectivement, ça a l'air... Ça a l'air très spécial. Moi, on m'a proposé ça. Je dis, qu'est-ce que ce titre? Donc, je suis été voir sur internet parce que j'avais entendu parler de ce truc. Et puis, je fais, ah oui, tiens, générateur d'émeutes. Bon, bah écoute, on va regarder ça, on va voir ce que ça donne. Bon, tu vas tester un jeu what the fuck. Moi aussi, j'ai un jeu what the fuck ici. C'est spoiler alert, je pense. Ouais, c'est ça. Un jeu sur Switch. C'est un jeu de plateforme. C'est un piment avec des jambes. Et il doit refaire le jeu à l'envers. Donc tu commences par la fin jusqu'au début. C'est n'importe quoi. D'accord. Et tu vas en marche arrière pendant tout le jeu. D'accord. Donc voilà. Ça, c'est un test que j'aurai à faire aussi. Je ne boude pas mon plaisir de découvrir ce genre de jeu bizarre, un peu comme Pikuniku. Et j'avoue, ça m'éclate. Bah écoute, pareil, hein, il faut parfois un peu des choses qui sortent de l'ordinaire. Ça permet de sortir de la zone de confiance. Et parfois, tomber sur des petites perles.
Donc ce week-end, Exactement. je ferai gilet jaune dans mon salon. Ok. Ça va? Eh ben voilà. Passer un bon week-end Ah chez bah, vous aussi. C'était le mot de la fin. Bon week-end à toi et à tous les auditeurs. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Et on fera toujours mieux la prochaine fois. Oui, toujours. Donc rendez-vous certainement en mars. Certainement. À plus à tous. À bientôt. Salut. Salut. À bientôt.